Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Alors la filière européenne des lanceurs a poussé un ouf de soulagement après la réussite du lancement d'Ariane 6, mais au-delà de cette bonne nouvelle, et je cite Philippe Baptiste, nous sommes arrivés à la fin d'un système où les lanceurs étaient pensés et conçus comme des objets de technologie développés par les agences, avec des financements purement étatiques et du retour géographique. Ce monde est en train de s'effondrer. Il poursuivait même dans le cadre du Paris Air Forum, un événement que je vous recommande. Il faut être capable de travailler différemment, de faire émerger de nouveaux acteurs pour aller plus vite, car on a parfois été trop lent et nous avons raté des évolutions technologiques. Alors ça tombe bien parce qu'on a 3 représentants de cette émergence des nouveaux acteurs. On va très classiquement faire un rapide tour de table pour savoir qui est qui. Je commence à ma gauche avec vous, Alexandre Manchot. Vous êtes CEO et CTO de Hyperspace. Exact. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très honoré de participer à ce forum. Donc Hyperspace, c'est une aventure qui a commencé officiellement en 2019, un peu plus long pour ceux qui nous ont suivis avant qu'on crée l'entreprise. On a créé Hyperspace dans le but de développer une nouvelle technologie de propulsion qui s'appelle la propulsion hybride. Donc à la fin du fin, on espère qu'Hyperspace aura créé une nouvelle filière de propulsion aérospatiale en France, de bout en bout, puisque en fait la propulsion hybride c'est peut-être une technologie que certains d'entre vous ont entendu parler, mais qui n'est pas du tout exploitée par le secteur aérospatial dans le monde du fait d'un manque de maturité et de verrou technologique qui n'a pas encore été levé. Donc on a créé Hyperspace pour lever en tout cas les verrous technologiques. On a déposé un brevet, on a fait plusieurs démonstrateurs. Jusqu'à très récemment, nos plus gros démonstrateurs faisaient 20 cm de diamètre et 1 mètre de long. Et cet été, on a mis au banc un démonstrateur qui fait 1 mètre de diamètre, 6 mètres de long, 10 tonnes de poussée max. Ça a été une grosse aventure. On l'attendait depuis très 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 longtemps. Et les essais se sont merveilleusement bien passés. On vous sent soulagé, Alexandre. Très très content. Il y avait un peu d'enjeu. Un tout petit peu. Pour compléter, évidemment, on a des applications derrière de cette technologie de propulsion. Si je suis invité à cette table ronde, c'est parce qu'effectivement, on développe un micro-lanceur. Mais on a aussi d'autres applications, notamment sur le secteur défense, puisque évidemment, comme on développe une nouvelle technologie de propulsion qui n'est pas du tout exploitée dans l'industrie, l'idée, c'est d'aller chercher tout son potentiel qui va asseoir comment on pourrait dire ça la pérennité de l'entreprise et sa robustesse en fait face aux aléas évidemment géopolitiques, économiques, enfin tout ce qu'on traverse en ce moment. Oui, puis vous avez choisi d'être dans un secteur un peu simple, donc on va le développer. Exactement, c'est tout à fait très simple de se développer dans le spatial. Antoine Fourcade est à ma droite, CEO et cofondateur de Sirius Space Services. Comment on dit je fais un mix à la française. Sirius Space Services, comment vous dites vous? Comme on veut. Ok, Space Service. En quelques mots pour vous présenter. Merci pour l'invitation. Donc Sirius Space Services, c'est une aventure qui a commencé il y a 4 ans et demi maintenant, et on développe une gamme de lanceurs qui est capable de placer en orbite des charges utiles jusqu'à 1 tonne 2. Donc on développe une gamme de lanceurs qui est basée en partie sur la fabrication additive. On envoie une photo. On a commencé à industrialiser Sirius depuis 1 an et demi. On a nos propres machines en interne et on a fabriqué plusieurs moteurs. Donc Sirius, c'est une gamme de 3 lanceurs, Sirius 1, 13 et 15, qui sont basés sur la même R&D, et on vient réutiliser le premier étage en tant que booster. On a développé un moteur qui s'appelle Star, qui est fait 85% en fabrication additive, donc quasiment toute la chambre, toutes les turbopompes. On n'a que les tuyaux et les vannes qui vont être faits par Classic et les capteurs, bien entendu, par d'autres technologies. Et on a enchaîné les campagnes d'essai depuis 2 ans de ça maintenant. On a encore fait une campagne d'essai à l'été qui a été très successful. Et on voit une photo là, de notre campagne d'essai en fin d'année dernière, et on cumule sur le moteur de vol déjà, je crois, plus de 300 secondes de tir, ce qui est déjà pas mal. Aujourd'hui, on est en phase d'accélération, c'est plus de 70 collaborateurs et on recrute beaucoup, 6 personnes par mois, c'est ça qu'on se donne de manière ambitieuse, sans doute, pour être capable d'accéder à l'orbite pour la première fois. En 2026, on va commencer par un suborbital et en 2027, directement avec notre lanceur de gamme moyenne, Sirius 13, qu'on a eu la chance, qu'on voit à l'écran, celui du milieu, qu'on a eu la chance que le CNES achète le premier vol. Parfait, on termine avec vous, Stanislas Maximin, vous êtes CEO de Latitude. Oui. Merci pour cette présentation assez succincte. Alors, on fait le coup à chaque fois, c'est la blague. Déjà, vous êtes bien corporate parce que vous avez mis un genre de vêtements. Et en dessous, j'ai même le polo Latitude qu'on ne voit pas du coup. C'est voilà.
On a Alors, également par le caleçon rapport latitude au- dans le shop. Voilà. C'est ça. Latitude, faites quoi on fait quoi C'est une très bonne question. Au-delà de t-shirts, on fait des fusées, ça nous arrive. Un peu moins rentable que les t-shirts, je vous le cache pas. Non, on a Latitude, notre vision, depuis qu'on s'est créé il y a un peu plus de 5 ans. Elle n'est pas forcément calée sur les lanceurs. En réalité, notre vision, c'est comment est-ce qu'on fait pour devenir le leader mondial du déploiement d'infrastructures spatiales. Point barre. Notre but, c'est de faire en sorte que demain, n'importe quel entrepreneur, entreprise, État, organisation, université puisse déployer son projet, que ce soit des satellites, que ce soit aller sur la Lune, que ce soit développer, j'en sais rien, moi, des stations-service dans l'espace. On veut pouvoir lui donner tous les moyens possibles pour que ce soit considérablement plus rapide et beaucoup moins cher. On a commencé par l'aspect le plus compliqué de l'infrastructure spatiale, pour en tout cas améliorer et augmenter considérablement le tonnage en orbite, c'est le lanceur. On a démarré par une niche qui est très intéressante, qui est le petit lanceur, le micro-lanceur, sur lequel travaillent aussi tous mes collègues, et puis beaucoup d'autres personnes en Europe. Avec Zephyr, c'est un lanceur qui fait une vingtaine de mètres de haut, 1,5 mètre de diamètre, qui peut envoyer 200 kg dans l'espace, qui va décoller d'ici 18 mois, et on va faire une cinquantaine de lancements par an. 18 mois, d'ici 18 mois. Dépendamment d'à quel point est-ce que les moteurs... non, les moteurs, ça ira, c'est plutôt les turbopompes, fonctionnent ou pas. On l'a vu récemment, une turbopompe sur un pas de tir, ça peut poser problème. Et malheureusement, RFA est tellement en avance sur tout le monde qu'ils l'ont prouvé. Alors, dépend, et je leur souhaite bien du bonheur. On va parler de non, mais c'est un très bon exemple de... les mecs sont en avance, quoi. Et au moins, ils testent. Hein. Moi, j'aimerais bien faire cramer une fusée sur un pas de tir. Au moins, j'aurais une fusée sur le pas de tir. Mais ça aide qu'il y ait des bêta-testeurs comme ça, où ils ont vraiment trop d'avance et c'est difficile à rattraper. C'est un débat. On en débattra tout à l'heure. Ce qui est intéressant avec vous, Stanislas, c'est que vous avez gagné le prix de la modestie. Vous étiez 3e à Taipei il y a 2 ans. Vous vous positionnez déjà comme une alternative à Ariane 6. Vous faites partie d'un communiqué avec Orbex du Royaume-Uni, avec RFA de l'Allemagne. Et tranquille, on arrive et on dit écoutez, nous sommes le futur. Nous sommes une alternative à Ariane 6. Alors, encore une fois, je vais préciser, on n'a pas dit qu'on est une alternative à Ariane 6. On a dit, plus précisément, il faut qu'on change de modèle. Voilà, il faut qu'on change de modèle. On ne peut pas continuer à faire le même modèle sur lequel on est, qui ne mène définitivement pas un modèle où on pousse tous les acteurs de la chaîne à de la compétitivité, aux coûts les plus bas, à de la rapidité. Et du coup, derrière, ça met en péril notre souveraineté, la pérennité de ce business-là, etc. C'est tout ce qu'on a dit. Dans les faits, bien évidemment, on ne veut pas parler dans le vent. Je vous laisse en tirer les conclusions. Je rappelle, notre vision, c'est de déployer énormément de tonnes en orbite. On va y revenir parce que chacun a une approche un peu différente et j'aimerais qu'on la distingue justement. Je reviens avec vous, Alexandre. Clairement, c'est orienté techno. Vous parliez de la propulsion hybride. Vous définissez autour de la techno, c'est même peut-être votre facteur de différenciation principal. Oui, absolument. Donc vous croyez à la techno, alors que Stanislas, non. Donc on va y revenir. Ne me dites pas que je suis techno-push. Un terme qui est très souvent utilisé pour insulter l'intelligence des entrepreneurs. Non, en fait, on a fait un constat. On vous le renvoie, ça? C'est de dire... Plus maintenant. D'accord. Mais au début, oui. Plus on vous prend au sérieux et plus... oui. Non, on a fait un constat sur ce qui s'est passé aux États-Unis il y a quelques années. C'est intéressant parce que finalement, l'Europe a quelques années de retard sur ce secteur-là. Et du coup, ça nous permet d'éviter les écueils qui s'est passé aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a 4-5 ans, vous aviez moins de concurrence sur les micro-lanceurs que ce qu'il y en a aujourd'hui en Europe. Aux États-Unis, la moitié ont coulé ou sont sur le point de couler. L'autre moitié développe un lanceur plus capable. Et la plupart d'entre eux ont développé d'autres activités, d'autres business units que le pur lancement de satellites en orbite. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, il n'y a pas un seul business modèle de lanceur aujourd'hui qui soit rentable. Et ça, en tout cas, c'est ma conclusion. Je vous la partage avec vous. Vous en ferez évidemment ce que vous voulez. Mais pour moi, il est dû au modèle technologique et industriel des lanceurs. On ne peut pas faire un lanceur, ou en tout cas un service de mise en orbite qui soit rentable avec de la propulsion liquide et de l'impression 3D métallique. Ça n'a pas fonctionné aux États-Unis. Il n'y a pas de raison que ça puisse fonctionner en Europe. Navré les gars. C'est ma conclusion. On va revenir dans le t-shirt. Je serai tout à fait. On va revenir dans le t-shirt. On va lancer le shop online. Ouvert. Alors, on va, Alexandre, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on va laisser réagir Antoine parce que là, typiquement, vous, c'est là-dessus que vous avez misé. Alors, Pour conclure,
on s'est lancé dans l'aventure Hyperspace parce qu'on avait une autre technologie et qu'on veut essayer ce modèle-là. L'objectif pour nous, Hyperspace, c'est de développer une business unit de services de mise en orbite qui soit pour la première fois au monde rentable. Voilà. Alors, moi, j'ai pas l'ambition, et nos cofondateurs n'ont pas l'ambition de Stanislas de créer Ariane 7 tout de suite. On est là pour faire une gamme de mini-lanceurs, donc une gamme de lanceurs qui est capable de placer des charges utiles jusqu'à 1,2 tonne, mais vraiment axé commercial. On n'est pas là, quand on a lancé la société, on s'est dit qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui pour avoir une gamme de lanceurs. Qu'est-ce qui manque à l'Europe? Une gamme de lanceurs qui est durable, ça c'est clair. Donc c'est très important dans la culture de Sirius, et ça passe notamment par les technologies de fabrication. Le deuxième point qui était important pour nous, c'était qu'on n'a pas créé la société pour faire rêver des ingénieurs et pour développer une nouvelle technologie. On s'est dit comment on fait un lanceur qui est peu cher et qui est rempli. Alors c'est très bien, on sait faire de la R&D quand c'est nécessaire, mais nous on ne voyait pas l'intérêt de la technologie hybride, et on se trompera peut-être demain, mais on est parti des constats de SpaceX, de Rocket Lab, en voyant ce qui a marché, et on a vu qu'un moteur biliquide, c'était quand même plus simple à mettre en œuvre, notamment pour la réutilisation. Et la fabrication additive, c'était vraiment game changer. Comme aujourd'hui, en investissant sur les bonnes machines, on va être capable, moi aujourd'hui, je sors un moteur tous les mois, en interne. Si j'étais sur du conventionnel, ça me prendrait plus de 6 mois et j'aurais toujours pas fait un moteur. Une chambre de combustion en 1 mois, un moteur, on va prendre 2 mois, comme il y a quand même pas mal de pièces avec toutes les turbopompes qui sont un sujet où je te rejoins, et je crois qu'on rejoint tout le monde, qui sont le sujet le plus complexe du lanceur. On a beaucoup parlé des essais moteurs, on était tous contents de montrer nos postes d'essais moteurs il y a 2 ans, 1 an sur LinkedIn. La partie compliquée, c'est les turbopompes qu'on a actuellement, qui sont fabriquées chez Sirius et qu'on a en essai. Et c'est là qu'on rentre dans le dur du sujet. Et c'est ça qui pourra nous mettre en retard sur le développement. Mais je pense que la fabrication additive, c'est une technologie clé. Mais un lanceur, ça doit être simple, ça doit être robuste. Et il y a eu des lanceurs qui ont été rentables quand on a un taux de remplissage élevé. Et c'est pour ça que chez Sirius, on ne développe pas un lanceur, mais une gamme de lanceurs pour garantir toujours un taux de remplissage à plus de 85%. On le voit, donc il y a des stratégies différentes, et je pense que c'est ça qui fait la richesse de cette ébullition, cette émulation globale. Vous, de votre côté, Stanislas, la stratégie, c'est pas finalement de développer des lanceurs, je vous cite, c'est de pouvoir devenir le leader mondial du développement d'infrastructures spatiales. Expliquez-nous. Oui, on démarre par les lanceurs, pour plein de raisons. Encore une fois, c'est que notre modèle ne fonctionne pas si on ne peut pas mettre en orbite une payload en 1 semaine, typiquement. Et c'est-à-dire, notre but, c'est qu'à terme, on puisse typiquement pouvoir envoyer des clients dans l'espace en moins d'1 an, à des coûts entre 5 et 10 fois inférieurs à ce qui se fait aujourd'hui. Donc, c'est pas possible si vous n'avez pas de votre lanceur. Et même avec un SpaceX qui fait beaucoup de vols, etc. Bon, sur la partie micro-lanceur, pour le coup, ça, c'est un business un peu différent. Mais oui, à terme, c'est ce qu'on souhaite faire. Et donc, ça va être la suite. Pour revenir sur la partie micro-lanceur, moi, Antoine, je partage complètement ta vision. On s'en fout de développer des technos pour développer des technos. Nous concernant, notre lanceur, c'est globalement comment est-ce qu'on pourrait dire j'essaie de trouver un camion, quelque chose de très lourd en tout cas, mais qui fait le taf. Il n'est pas cher. On dégrade volontairement la performance, parfois involontairement, mais on dégrade la performance en tout cas en allant chercher la simplicité de fabrication et de production pour à terme gagner plusieurs millions par lancement. Moi, je ne suis pas dans le business de perdre du cash. Enfin, si je le suis actuellement et depuis 5 ans, je ne compte pas la rester. Voilà. Peut-être que j'aurai tort. Ce que je peux faire par contre, c'est saluer la tentative d'aller chercher des technos différentes. Factuellement, d'une certaine manière, je pense que la tendance est d'aller vers de plus en plus de performance en utilisant des méthodes de moins en moins chères pour à terme réduire les coûts. Donc en fait, c'est assez contre-intuitif, mais on va vers des technologies très complexes pour réussir à augmenter la perfo et en conséquence baisser les coûts. Alors sur les micro-lanceurs, je ne suis pas forcément convaincu de ça. C'est ce qu'a tenté plus ou moins RFA, mais a mis en face des réservoirs en stainless steel qui ne fait pas d'intérêt, mais c'est un autre sujet. Mais je pense que plus tu montes en capacité, plus ça fait sens. C'est pour ça que nos moteurs fusées sont quand même assez efficaces et on y a passé pas mal de temps. Là où le reste, c'est un tracteur. Une réaction, Alexandre, à ce qui vient d'être dit. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est de mettre, vous, en place une technologie de rupture qui vous permette d'accéder à la rentabilité. Parce que le maître mot sous-jacent, là, vous serez tous d'accord avec ça, c'est oui. Arriver à être rentable à terme. Oui. Et après, tu as parlé de Rocket Lab, qui n'est pas un bon exemple sur la rentabilité côté lanceur. Mais voilà. Mais par contre, je rejoins. Alors, par contre, Alex a raison. Hein. Alex, quand il dit qu'aujourd'hui, aucun, en tout cas, pas beaucoup, ça c'est sûr et certain, de business de lancement pur sont rentables, c'est parfaitement vrai.
il n'y a pas de débat. Rocket Lab, qui est un de nos concurrents les plus directs, avec Electron, n'a jamais été rentable pour plein de raisons, mais qui sont aussi liées à son temps. Et qui veulent pas dire que le modèle n'est pas rentable. C'est juste dire qu'à un moment donné, quand tu mets du carbone partout, tu finis beaucoup plus facilement avec une Ferrari, la Ferrari qu'avec une Clio. Pour être plus précis, je l'ai peut-être mal exprimé. La business unit n'est pas rentable. Ça ne veut pas dire que l'entreprise ne peut pas être rentable. Rocket Lab, si elle est encore à flot, c'est parce qu'elle a quand même dégagé une certaine rentabilité, malgré le fait qu'elle soit encore en phase de levée de fonds. Mais d'autres activités peuvent compenser les pertes d'une autre. Et là, clairement, pour Rocket Lab, il y a des activités satellitaires qui doivent être très excédentaires pour compenser les pertes côté lanceur. Alors Rocket Lab, ils ne sont pas là, on va quand même se focaliser sur vous trois. Je voulais juste finir avec Alexandre. C'est quoi l'idée à terme? C'est d'avoir un système plus simple, même si pour l'instant il est encore dans la complexité, puisque vous l'avez dit, c'est pas mature, et d'arriver à quoi, où seront finalement les postes d'économie pour atteindre à terme cette fameuse rentabilité? Oui, alors je pense que mes deux collègues à ma droite ont largement exprimé leurs difficultés à développer une turbopompe, en tout cas les difficultés qui auront dans le futur. Notre système propulsif est complètement dépourvu de turbopompe. Ouais. Je ne veux pas en entendre parler parce que je sais que c'est le système le plus cher, le plus complexe à développer sur un lanceur. D'ailleurs, je suis curieux, si tu développes une turbopompe en impression 3D, je te tire mon chapeau. Tu veux venir à l'usine en octobre? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je crois qu'il faudrait lancer un pari Mais rigolo. pourquoi pas? Genre, plutôt que tirer son chapeau, manger son chapeau. Tu auras peut-être une explosion. Certains l'ont je déjà ne garantis pas le succès. Certains l'ont déjà fait. Non, mais alors, notre système propulsif pourrait utiliser une turbopompe. On a fait le choix d'utiliser notre technologie pour amener le seul ergol liquide qu'on a à traiter dans la chambre de combustion avec une autre méthode. Ça nous simplifie quand même grandement les choses. Ça ne veut pas dire que les choses sont simples à développer, mais ça veut dire que, in fine, une fois qu'on a fini notre développement, on va avoir un système propulsif à produire avec des pièces extrêmement simples, avec des procédés industriels qui sont maîtrisés. On n'est pas obligé d'utiliser l'impression 3D, qui reste quand même une technologie, on va dire, assez récente. Pour vous dire, nous, on a juste besoin de machines-outils, d'enroulement filamentaire. Enfin, c'est des process industriels qui sont maîtrisés depuis plusieurs décennies et pas depuis quelques années. Oui, mais fondé sur cette simplicité-là, tout en essayant de développer une technologie qui, pour l'instant, n'est pas encore... Oui, alors, c'est un peu paradoxal, mais nous, quand on a vu ce qui s'est passé côté Rocket Lab, on s'est dit, ce modèle-là, il n'a aucune chance d'être rentable à un moment donné. Enfin, en tout cas, si on se focalise uniquement sur la business unit lanceur. Donc, au lieu de faire un choix qui nous menait directement dans le mur, de toute évidence, on a fait le choix de développer une nouvelle technologie de propulsion. Alors, effectivement, ça porte un risque, mais c'est aussi notre gage de résilience à la fin, parce que, comme je l'ai dit, on n'a pas que des applications dans le micro-lanceur, et en fait, je fais le parallèle avec Stanislas. Si Stanislas développe d'autres activités que la business unit lanceur, c'est bien parce que tu as un besoin de rentabilité et que tu sais que la business unit lanceur ne sera pas rentable à terme. Si. 30%. 30%. Profitabilité. En micro-lanceur. Ouais, carrément, ouais. We'll see. Est-ce que c'est des affirmations? Est-ce que... Non, mais on peut prendre acte aujourd'hui que vas-y. 30% de rentabilité. C'est comme l'ATP. On peut faire un TEPA cap, mais c'est à quel horizon? C'est à quel horizon là? On parle de quel horizon? Full capacité, bien évidemment. De toute façon, les premiers lancements, personne ne fait de l'argent. D'accord. Donc pour l'instant, ça reste très hypothétique, on va dire. Absolument. Je parle du prix auquel je vends et je connais mon prix de fabrication dès aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans 10 ans. Mais on va poursuivre avec Antoine. Parce qu'il est... Juste pour conclure, ouais. Du coup, nous, on ne veut pas aller sur d'autres activités spatiales, on veut d'autres applications. Et je parlais de la défense, on commence à développer des applications pour la défense. On le voit, d'accord, des stratégies de diversification. Vous, de votre côté, vous avez mis l'accent sur la réutilisation qui permettra justement cette diminution des coûts au kilo. Moi, je pense pas qu'on puisse vendre, peut-être que je me trompe, peut-être que Stan arrive à super bien vendre ses lanceurs. Moi, je pense pas qu'on puisse vendre un lanceur beaucoup plus cher que le marché. Aujourd'hui, il y a un marché qui a été dicté par SpaceX. Il est ce qu'il est, entre 10 et 20 000 $ du kilo, si c'est un peu moins cher, si c'est un peu plus cher pour les cas. Je pense pas qu'on puisse, comme on est sur un mini-lanceur, vendre un lancement 2 fois plus cher. Pour moi, c'est totalement impossible. Donc nous, on a développé un business model qui permet 10 ans après le vol inaugural d'être 100% réutilisable. On a développé un lanceur qui est simple et qui va avoir plein d'itérations de techno. On a de la fabrication additive, mais nos réservoirs sont faits par des technologies classiques.
pour être capable de réduire au maximum les coûts. Et on va continuer pendant 10 ans à faire de la R&D pour demain être capable, dans un premier temps, de réutiliser le premier étage. Dès le premier vol, on va tenter de récupérer le premier étage par des technologies beaucoup plus simples que ce que SpaceX a pu faire, mais on a un lanceur plus petit, ça aide. Et au fur et à mesure, en 10 ans, avoir un lanceur 100% réutilisable. Et c'est ça qui nous permettra d'être dans les prix du marché pour 10, 20 ans grâce à la réutilisation. Comme le prix du marché, il y a plus en plus d'offres qui sont en cours de développement. Il y aura 30 lanceurs qui vont aller au bout. Il y aura 12 lanceurs qui seront rentables et il en restera entre 6 et 12 lanceurs dans le monde, 6 qui feront le marché et 6 qui seront là pour un accès à l'espace. Et pour être capable de faire partie de ces 6 acteurs, comme nous, on veut faire un lanceur qui est rentable, on commence par un lanceur, un mini-lanceur, c'est notre première business unit. Est-ce qu'on ira sur d'autres sujets ? Je ne sais pas, mais dans un premier temps, on se concentre sur notre premier sujet et notre société et la business unit a besoin d'être rentable assez rapidement pour être capable de vivre. Et vous arrivez à dire à vos clients... mais vous inquiétez pas, dans 10 ans, on sera complètement opérationnel. Et pour l'instant, on fonctionne par itération, mais il faut quand même délivrer un peu par étape. Le lanceur, il sera opérationnel dès le premier vol, en fait. Il sera capable d'amener un client en orbite. Alors demain, c'est sûr qu'on pourra aussi être capable de ramener quelqu'un sur Terre si on a un lanceur 100% réutilisable. C'est l'idée aussi, ça va nous permettre de réduire les coûts aussi sur le long terme. Mais dès le premier vol, on sera opérationnel et on va continuer. En fait, on va servir comme un banc d'essai. On développe le moteur sur un banc d'essai. Dès l'année prochaine, on fait un mois de campagne tous les 2 mois. Donc, on a besoin de pas mal d'itérations et on va se servir de notre montée en cadence. On vise un lancement par mois à l'horizon 2030. À chaque vol, on va faire revenir le premier étage et ça va être un banc d'essai pour mettre en place la réutilisation. C'est pas simple, c'est beaucoup plus complexe de réutiliser un lanceur que de faire une turbopompe. Mais on va travailler dessus et on se donne 10 ans pour le faire et pour être capable, in fine, de réduire les coûts. Stanislas, vous, de votre côté, vous semblez assez circonspect sur l'aspect réutilisation. En tout cas, en dessous ou au-dessus d'un certain seuil. Oui. On a regardé, bien évidemment. Ça fait partie des sujets qui sont assez incontournables. Et théoriquement, on a des technos, des briques techno qu'on maîtrise plus ou moins sur le sujet. Donc, on a sérieusement regardé quand même sur du Zephyr, qui fait plus ou moins la taille d'un Sirius 1 à une vache près. Après, je sais pas, je connais pas les dernières news, mais c'est quoi ? C'est une vingtaine de mètres ? C'est une trentaine de mètres Sirius 1. Ouais, après, nous, on se un concentre peu plus gros, sur Sirius 13. Je sais. On va éviter de se lancer dans le mien est plus gros que le tien. C'est là, pas l'idée. Le sien est bien plus gros. Et alors lui, t'as vu les boosters ? Il a tout de suite dit, moi j'ai 10 tonnes de poussée. Bon, le mien il fait 4,5, ok. Vous pensez que ça joue ça, la testostérone, la jeunesse et le fait de se comparer ? Regardez les fondateurs de boîtes de micro-lanceurs, ouais. Peut-être sauf Beck, sauf Peter Beck, lui il m'a l'air d'être... mais regardez Chris Kemp. C'est une private joke, mais ça balance. Plus sérieusement, donc... Non, plus sérieusement... sur l'aspect réutilisation, vous n'y croyez pas ? Non, c'est pas que j'y crois pas, c'est qu'on reprend encore une fois l'équation en fait, d'une fusée, une équation performance-économie. Et dans cette équation-là, on va dire chaque kilo vaut de l'argent. C'est pas l'argent que vous vendez au client, mais il vaut quelque chose. Dans de la réutilisation à cette taille-là, le problème qu'on va avoir, c'est faisable. Rocket Lab l'a démontré, même s'ils arrêtent de le faire. Ce qui est problématique, c'est qu'on sacrifie énormément de performance. Ou alors on va dans des technos extrêmement poussés qui augmentent le coût de développement, qui est faisable sur le long terme. Et c'est là où en soi la stratégie peut fonctionner. Je le fais sur 10 ans et c'est une bonne idée. Ça permet d'éviter de dépenser beaucoup trop d'argent dès le début. Mais c'est bien que vous condescendiez à reconnaître que la stratégie de certains de vos concurrents peut éventuellement marcher. C'est le cas. La stratégie de Rocket Lab fonctionne alors qu'ils ne gagnent pas d'argent sur les lanceurs. Typiquement, Astra, même s'ils étaient en quasi-faillite, et ils le sont toujours, a probablement développé le lanceur le moins cher de l'histoire, en propulsion liquide par ailleurs. 1,3 million, juste 100 kg, 1,3 million. Voilà. C'est inimaginable. Voilà. Il est arrivé combien de fois en orbite ? Comment ? Il est arrivé combien de fois en orbite ? Ça, c'était un autre sujet. Mais moi aussi, je peux vendre des lanceurs pas chers s'ils n'arrivent pas à l'orbite. C'était pour d'autres raisons, mais tu as parfaitement raison. Ce que je veux dire, c'est que, bien évidemment, on est là à discuter de façon assez détendue. Le fait est qu'on est loin derrière et qu'il y a plein de choses qui ont déjà été prouvées et que la réutilisation de micro-lanceurs a été prouvée, démontrée par une techno qui est pour le coup pas du parachute, etc., qui s'avère être compliquée pour plein de raisons. Je ne sais pas ce que tu vas faire toi, mais bref, tout ça pour dire que la réutilisation à cette taille-là, ça demande énormément de performance. C'est pour ça que probablement tu vas attaquer ça avec des technologies de booster et que tu vas monter en capacité. Plus tu vas en capacité, plus la réutilisation devient simple. Nous, ce qu'on a vu, c'est que
sur Zephyr, ça nous coûterait plus cher de le réutiliser. C'est aussi simple que ça. Ça nous coûterait plus cher de le réutiliser. On ne veut pas passer d'un factor form beaucoup plus gros parce que ça n'a pas d'intérêt pour nos clients. Si on passe un factor form beaucoup plus gros, juste pour le réutiliser, on ne va pas gagner d'argent. Aujourd'hui, en simplifiant le lanceur pour qu'il soit jetable, on arrive à le faire vraiment pas cher. Aujourd'hui, j'arrive à faire des moteurs à moins de 100 000 euros. Je ne peux pas les faire à ce prix-là si je réutilise, si je dois les rendre. Si je dois développer des technologies pour rendre le reste. Pareil pour les structures, je ne peux pas arriver à des coûts suffisants. Pareil pour l'électronique, Dans les choix que vous avez etc. fait. Alors, on va Par contre, et je rapidement, parce qu'on va laisser parler les autres. par contre, sur des plus gros lanceurs, à 200%, le lanceur 100% réutilisable est un objectif, et ça doit être même une pratique entre 2030 et 2040. Juste pour rebondir, je pense que la réutilisation, c'est pas une question d'économie en fait. C'est une question d'être avec notre temps. On a besoin de changer notre manière d'accéder à l'espace. On doit réduire le nombre de débris en orbite. On en a beaucoup parlé ce matin. Et aujourd'hui, si on veut des sociétés qui existent sur le long terme, ok, quand je fais un lanceur qui se réutilise, je vais perdre 30% en performance. C'est l'ordre de grandeur. On est d'accord là-dessus, c'est bien, tu confirmes. Mais ces 30% vont me permettre en fait d'avoir une société qui est dans son temps et qui va réduire le nombre de débris sur Terre, l'utilisation de terres rares, et c'est ça qui est important aujourd'hui. Mais donc il va y avoir un tiraillement entre l'efficacité la plus totale et le coût le moins cher aura des pâquerettes sans peut-être, je vais tailler un peu à la serpe, avoir de considérations autres, et celle que vous dites qui implique qu'effectivement il y a une responsabilité et qui fait que ça surenchérit. Donc il n'y aura jamais de solution. C'est un trade-off. C'est des sociétés d'ingénieurs, il faut faire le trade-off et trouver le bon choix. Mais si on veut une société qui existe sur le long terme, il faut qu'on change notre manière d'accéder à l'espace. Et c'est pour ça, moi au départ, que j'ai lancé Sirius. On veut des lanceurs qui puissent vivre avec leur temps. Et on ne peut pas faire des lanceurs comme on le fait aujourd'hui, jetables pour les 100 prochaines années. On doit se réveiller et on doit développer des lanceurs plus durables. Et ça passe par la réutilisation. Et ce n'est pas les mêmes technologies de réutilisation qu'il faut mettre en place que ceux que des gros lanceurs ont fait. Mais on peut faire des lanceurs réutilisables à des bas coûts. Et c'est ça qui nous permettra aussi de diminuer nos coûts sur le long terme. Alors, avant d'avoir votre réaction, Stanislas, on va laisser réagir Alexandre. Oui, alors je vais peut-être avoir un avis moins tranché, peut-être pour une fois. En tout cas, nous, notre objectif, c'est encore une fois très focalisé sur la technologie de propulsion. Elle est rentable, elle est réutilisable, puisqu'on l'a démontré au banc en tout cas. Ça, c'est pas un problème. Par contre, quand il s'agit de réutiliser un lanceur, il y a d'autres aspects qu'il faut considérer. Il y a une équation économique, il y a une équation technologique aussi. Parfois même une équation industrielle, parce que de mémoire, Rocket Lab avait justifié se lancer dans la réutilisation parce qu'ils n'arrivaient pas à produire suffisamment vite. Donc c'est pas qu'une question de coût au client, enfin de prix au client ou de coût de production. Ça peut être aussi juste parce qu'on n'arrive pas à produire assez vite pour honorer son carnet de commandes. En tout cas, nous, on ne se pose pas trop la question aujourd'hui parce qu'on a d'autres chats à fouetter, mais on n'est pas fermé à l'idée de développer des technologies de réutilisation. Si on le fait, ce sera la manière la plus simple possible, parce que là, je rejoins Stanislas. Il faut qu'on reste sur des technologies les plus simples possibles. C'est ça qui garantit que les coûts sont bas. Et donc, si on doit à cette échelle de lanceur et à cette échelle de... Mais même à l'échelle d'un gros lanceur, en fait. Il n'y a pas de raison qu'un gros lanceur, on change de tout au tout et qu'on ait besoin de technologies qui coûtent ultra cher à développer et ou à produire, d'ailleurs. Nous, notre mot d'ordre, c'est de rester le plus simple possible. C'est pour ça qu'on n'a pas de TP, par exemple. Et pour la réutilisation, si on doit le faire, ce sera très, très certainement sous un parachute. Par ailleurs, on a une technologie de propulsion qui est compatible avec l'eau de mer. D'autres entreprises, en tout cas nord-américaines, l'ont prouvé. Ils ont fait décoller un propulseur hybride semi-immergé. Et donc, on peut très bien faire baigner nos systèmes propulsifs dans l'eau de mer, ça ne craint pas. Donc, retomber sous parachute, ce n'est pas un problème. Il peut rester quelques heures dans l'eau et puis venir le chercher avec un bateau pour le réutiliser. On n'a pas besoin de faire la réutilisation à SpaceX, en tout cas. Il y a quand même que, alors, on a évoqué un petit peu donc les stratégies de chacun et vos visions qui sont intéressantes. Enfin, je l'ai dit, pour moi, je trouve qu'il y a une forme d'émulation. On comptera les survivants dans 10 ans. Mais les autres Européens ne vous ont pas attendu. Alors, certains ont pris de l'avance, vous l'avez dit, certains ont 2 ans d'avance même. Comment on fait ? On est en face à face, en compétition. Certains ont plus d'argent que vous. Comment on fait, Stanislas ? Oui. On peut un peu énumérer, comme ça au moins ça permet de clarifier auprès de tout le monde. Oui. UK, on a Orbex, ils ont environ levé 120 millions de pounds. Ils devaient lancer
Bon, ils sont un peu en retard, mais ça arrive à tout le monde. Ils devraient lancer l'année prochaine. En Allemagne, on a les trois majeurs, enfin les trois seuls d'ailleurs. On a Isar, environ 400 millions d'euros de levée. Ils ne devraient pas tarder à lancer d'ici la fin de l'année. RFA qui aurait dû lancer cet été / septembre-octobre, qui malheureusement a perdu son lanceur sur le pas de tir lors d'un essai. Et à Impulse qui a fait un vol suborbital hybride. Donc ça fonctionne, hein. Enfin, il n'y a pas meilleure démonstration que ça. En Australie, au début de l'été, si je ne dis pas de bêtises, en mai. France, qui n'est pas autour de la table, Maya. Et Italie, Vega, enfin Avio, c'est pas vraiment. Voilà. Et enfin, Cocteau, c'est un concurrent théoriquement sur Takapa Max. Et Espagne, PLD. Et là, j'ai un peu fait le tour côté européen. Comment est-ce qu'on fait PLD qui a aussi globalement 100 millions d'euros dans ces eaux-là. Ce qu'on voit, c'est que faisons un peu la liste. Orbex, 120 millions. C'est des gens très bien. Ils existent depuis 2000. Allez, Moonspike, 2008-2009. C'est pas l'argent qui fait tout. PLD, ils en sont où? Ils ont fait un vol suborbital pour 80 millions qu'a fait Impulse pour moins de 15 millions. Plus haut, d'ailleurs, celui d'Impulse, avec de la technologie hybride. Démonstration que parfois comme le quoi, liquide, la propulsion hybride, ça coûte pas cher. c'est après qu'on utilise un moteur fusée des Donc années 60. les autres, Stanislas, on reste en ligne. Je parle pas de toi, je parlais Ouais. je parlais justement des autres. Donc, en fait, et Isar, ils avancent, mais pareil, ça prend du temps théoriquement. Ce qu'on voit, c'est que c'est pas tant l'argent qui est important. Ce qui est important à la fin des fins, c'est le positionnement. Déjà, et je pense que ça c'est un premier élément. Nous en tout cas on n'est pas du tout concurrent à ces gens-là, on est concurrent avec Orbex pour le coup, et plutôt confiant dans cette course d'ailleurs concurrentielle. Donc premier point, niveau marché, on n'est pas en concurrence directe. Deuxième point, c'est clairement les talents, et c'est ce qui va garantir l'exécution. L'exécution étant le point majeur. C'est bien sympa d'avoir beaucoup d'argent. Relativity Space a beaucoup d'argent aux États-Unis. Astra avait beaucoup d'argent aux États-Unis. Ils se sont plantés. Virgin Orbit avait 1 milliard. Voilà. Okay, c'est pas Ils la sont plantés, condition, ça n'est pas l'argent qui suffisante. fait. Voilà. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on va y arriver avec 20 millions d'euros non plus. Hein. C'est un lanceur, ça coûte quand même beaucoup de sous. Mais c'est pas l'argent qui fait tout. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on se concentre sur les talents, sur les bons partenaires, la bonne façon de prod, le bon marché, la bonne expansion à l'international, etc., etc. Antoine, sur cet aspect concurrence européenne, je suis obligé de le couper parce qu'il est. Non, mais c'est bien. Hein. Sur le montant, c'est pas l'argent qui fait tout. Je pense qu'il faut 100 millions pour aller en orbite et un peu plus pour faire l'indus du lanceur. C'est un peu l'ordre de grandeur. Tu confirmes? Alexandre? Je confirme pas. Ça dépend de la techno que vous utilisez. Mais... Ah, vous, c'est moins, c'est ça que vous sous-entendez? Ah oui, l'idée c'est de diviser au moins par 2 les investissements. Très bien, donc initiaux. entre 50 et 100. En incluant le développement d'une nouvelle techno. D'accord. Bon, moi je dis une centaine de millions d'euros. C'est ce que ça a coûté à peu près à tout le monde pour aller en orbite. Il y en a que ça a coûté plus cher. Il y en a qui ont raté. La question, c'est développer un lanceur avec la bonne industrialisation pour demain être capable de répondre aux besoins du marché. Donc il faut... La chose la plus importante, c'est écouter le client, écouter son besoin. Le deuxième sujet, c'est les talents qui permettent de développer un lanceur déjà qui existe et qui peut voler, et surtout demain qui peut être industrialisé et fiable pour garantir le succès commercial de nos clients. Ce qui est aussi la réutilisation. Réutiliser un lanceur, c'est un lanceur qui a déjà été qualifié en vol, et donc on permet de réduire le risque pour le client. Et Alexandre, on se doute de votre réponse. Vous, le prix d'entrée est moins cher grâce à la techno. Oui, exactement. Mais pas que. Nous, on a structuré notre projet autour d'un modèle qui est un peu particulier aussi. C'est que, effectivement, quand on s'est lancé, on nous a demandé si on était pur motoriste ou si on était un micro-lanceur ou si on était quelque chose d'autre. Finalement, je pense qu'il n'y a pas de réponse claire et nette, précise à ce niveau-là. Mais clairement, on a fait le choix d'avoir un modèle très partenarial et coopératif. Donc aujourd'hui, on développe notre micro-lanceur. On n'est vraiment pas tout seul dans l'aventure. On a des gens qui font la partie sol, donc Space Dream, c'était les Spasio, donc une start-up et un grand groupe. On s'est très vite lié avec la DGA pour avoir accès à des infrastructures d'essai. Donc on a aussi une forte relation avec un institutionnel. On nous aide aussi sur la partie ingénierie, sur les optimisations, parce qu'il y a des nouvelles technologies numériques qui permettent de faire des développements plus rapides, des choses sur lesquelles nous, on n'est pas experts, parce que c'est des choses vraiment très à part et très spécifiques à certains métiers. Donc là, on se fait aider par cette ingénierie. Donc voilà, tout ça pour dire que à la fin du fin, on sera une entreprise industrielle, mais on ne sera pas arrivé là par hasard et ni tout seul. Voilà. Et donc on est déjà compatible de ce qui va être, je pense, le futur de la politique européenne spatiale, c'est-à-dire beaucoup plus de coopération, mais en concurrence. Coopération, consolidation, concurrence, il n'en restera qu'un.
votre vision du futur justement de cette collaboration européenne? Moi, je pense Pas de que d'un point de vue industriel, il faut produire le lanceur un maximum en interne sur certaines briques pour réduire les coûts. D'autres briques, on peut aller acheter des composants codes, ceux qui viennent de l'industrie aéronautique, de l'automobile, etc. Par contre, là où je te rejoins, c'est sur vraiment les spaceports. Aujourd'hui, je vois plus l'intérêt de développer un pas de tir. On a plein de gens. Demain, les spaceports, il y a autant de projets de spaceports que de projets de micro-lanceurs, je pense. Et donc là, Et justement, c'est la table suivante. Non, je plaisante. je voudrais c'est écouter, beaucoup. ça serait passionnant. Non, je pense qu'aujourd'hui, le lanceur, nous, on fait le choix de le développer en interne avec plein de partenaires, plein de labos de recherche qui nous aident aussi à développer certaines technologies quand c'est nécessaire pour le maturer. Par contre, sur le spaceport, on vient acheter une solution clé en main et ça nous permet de réduire les coûts et ça nous permet aussi de lancer au plus proche de notre client pour être capable de répondre à son marché. Et on reste chacun dans son couloir, on se consolide, on coopère, on fait quoi? Vous m'avez dit, on ne fait pas du spatial pour l'argent, on porte une vision, créer un lanceur européen, souverain, durable, permettant le délai de mise en orbite des petits satellites. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui partagent la même vision que nous, nous on est ouvert à la discussion, mais on veut mener notre vision. Donc aujourd'hui, on n'est pas intéressé à une consolidation, mais s'il y a quelqu'un qui nous permet de faire ça 2 fois plus vite et avoir une meilleure solution pour le client final, bien sûr qu'on sera à l'écoute. Alors le futur de l'Europe spatiale, selon Stanislas Maximin? Sur Coopération, le non, parce que vous m'avez dit on ne va pas faire Ariane 2.0. Alors sur coopération, oui, c'est clair. C'est-à-dire qu'on fait très attention avec qui on bosse. Aujourd'hui, on a 150 partenaires. Plus le temps passe, plus je me dis que moins ce sera mieux. Et notre histoire nous montre qu'on n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes. Maintenant, sur ces 150 partenaires, il y en a vraiment qui sont topissimes. Et il y en a d'autres qui vont devoir un tantinet s'améliorer s'ils ne veulent pas qu'on fasse leurs produits nous-mêmes. Maintenant, sur ça, moi je rejoins parfaitement, il faut qu'on fasse une grande partie du lanceur en interne, en tout cas plein de pièces qui valent le coup. Et donc ça on le fait. Sur la partie maintenant plus future de l'Europe spatiale, encore une fois, l'Europe spatiale n'est pas définie par les lanceurs, j'ai envie de dire heureusement. Sur ça, je crois en un modèle, je pense qu'il faut réussir. Je pense qu'on n'est pas suffisamment grand en France, ou indépendamment en Allemagne, ou au Royaume-Uni, ou en Espagne, ou en Italie, pour s'amuser à concurrencer du SpaceX ou les Chinois tout seuls. Voilà, point barre. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'à partir de ce moment-là, oui, il faut trouver des modèles pour réussir à reconstruire le transport spatial européen sans les défauts dont souffrent certains groupes existants. Voilà. Vous m'avez dit il va falloir me prouver qu'Ariane Group est meilleur qu'Isar Aerospace. Oui. Donc les Allemands, ils ont quand même un peu d'avance en Europe. Je pense que ça va être compliqué d'y aller tout seul. Ça va être une question d'argent qu'ils arrivent à lever sur le côté et de à quel point est-ce que la France veut financer Isar Aerospace, si c'est les seuls. Mais dans un monde idéal, c'est-à-dire où tout ça n'entre pas en jeu, bien évidemment, et je ne suis pas en train de dire qu'Isar est la plus belle boîte en Europe, je dis juste que Isar est pour le coup une belle boîte. Je pense que vous donnez 2 milliards à Isar, 2 milliards à Ariane Group, ouais, on verra qui arrive le premier sur le pas de tir. Moi, je mettrais tout mon argent, pas beaucoup, la valeur de mon t-shirt, mais je mettrais tout cet argent sur Isar. Pourtant, vous en avez eu de l'argent, vous avez été pas mal financé. Oui, alors la boîte peut-être, moi personnellement, non. Non, pas vous, mais la bamboche, c'est fini au niveau des levées de fonds ouais, non, alors, oui, à la fois oui, on a levé 38 millions d'euros en equity et si on additionne tout, on arrive à une centaine de millions d'euros en financement. On a toujours été moins financé que ce qu'on voulait. Peut-être pas suffisamment bon à lever de l'argent, voilà, je l'admets. On a toujours été moins financé que prévu. Ce que ça a créé chez nous, par contre, c'est que du coup, on a une dalle pas possible. Parce qu'on sait ce que c'est que de mourir la semaine d'après et on sait ce que c'est que de trouver des solutions à 3 fois moins cher. Allez, vraiment, c'est la toute dernière question. Le plus probable, votre premier lancement réussi, ce serait quand, à chacun? Moi, je diagnostique pour... Non, ce serait drôle. Ah oui, tiens, voilà. Excellente suggestion, Alexandre Mangeot. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain lui, glissant. 2028, lui, jamais. ou l'inverse. Nananer, ou l'inverse. Non, je plaisante. Non, vous, bien sûr, ce serait trop ambitieux du jeu pour vous. Orbital, hein. Orbital. Oui. Lancement orbital. Oui. Ouais. Alors, effectivement, nous, on a prévu un lancement suborbital en Il premier. fait exprès pour vous coincer. 2026. Oui, je sais, mais ça ne m'empêchera pas de le dire. D'ailleurs, ce sera peut-être pas qu'un lanceur de développement. Et pour le lanceur orbital, ce sera l'année suivante, 2027. Nous, aujourd'hui, on est sur exactement le même planning. Un suborbital en 2026 et un vrai lancement sur Sirius 13 en 2027.
Le lanceur, il est en cours de fabrication, tout va bien. Ensuite, le planning, donc il y a toujours des petits aléas, mais on est assez confiant. Ouais. Bon, le premier va probablement exploser, donc probablement le deuxième, mi-26. Non, pardon, sûrement le deuxième, pardon, le CNES l'a acheté. Le deuxième sera successful. Ils sont là? Est-ce que ce fameux CNES est avec vous dans la salle? Ouais, ils connaissent les risques. Merci à tous les trois. Les paris sont pris. On vous donne rendez-vous à la 10e édition du Space Forum dans 3 ans. On peut applaudir ces promesses de la jeune garde. Et on espère évidemment pour tout le monde, pour l'industrie et pour vous, qu'elles seront tenues. On vous applaudit tandis que vous rejoignez vos places. Et avant la mise à feu de notre 6e séquence, on découvre ensemble quelques images de notre partenaire qui s'appelle Hyperspace.